La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 4 mars 2024. Il s'appelle ce matin l'IA. Si t'en as pas, t'as raté ta vie boursière. La force de traction boursière de l'intelligence artificielle ne se dément pas, elle me fait même penser à la folie Internet d'il y a 25 ans, mais avec des sociétés très rentables. Du coup, les investisseurs ont moins de scrupules à s'y jeter à corps perdu. Quant à ceux qui parlent de bulles, eh bien le marché a choisi de les ranger dans la catégorie des losers plutôt que des visionnaires, en tout cas pour l'instant. Les marchés actions ont connu une semaine un petit peu plus mitigée que la précédente, à l'exception des places riches en valeurs technologiques une fois de plus. La dualité est illustrée aux États-Unis par la contraction de 0,1% affichée par le Dow Jones. Pendant ce temps, le Nasdaq 100 flambait encore de 2%. En Europe, on a le même décalage entre un DAX qui a gagné 1,8% et un CAC 40 ou un FTSE 600 qui ont légèrement baissé. Nvidia a cette fois dépassé en clôture le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation à la faveur d'un bond de 4%. À New York, les investisseurs ont toujours du mal à avoir une vision globale des impacts de l'intelligence artificielle sur les sociétés cotées, mais ils sont sûrs que le fabricant de cartes graphiques sera le grand gagnant. Du coup, ils achètent en masse le titre et ses satellites qui ne sont pas si nombreux, on en a déjà parlé. Et parmi eux, je vais encore citer Supermicro Computer. La société est passée en quelques mois du rang de revendeur besogneux de matériel informatique à celui de fournisseur de matériel optimisé pour l'IA. D'ailleurs, la société va faire son entrée dans le S&P 500 lors de la refonte prévue le 18 mars. C'est peut-être une illustration du rêve américain. En tout cas, elle pèse désormais plus de 50 milliards de dollars en bourse. Elle était à moins de 1 milliard de dollars de capitalisation il y a 4 ans. Sic transit gloria mundi, comme on disait du côté du Vatican. Allez, on quitte un petit peu les sociétés pour parler des rendez-vous macroéconomiques qui sont assez nombreux cette semaine. On a d'abord le 14e congrès national du peuple chinois qui démarre à Pékin. La Chine va-t-elle renverser la table en annonçant des mesures chocs pour relancer une économie chevrotante ? Eh bien, les rumeurs vont bon train, mais des sources bien informées, enfin mieux informées que celles dont je dispose depuis les bords du lac d'Annecy, pensent que Xi Jinping n'a pas l'intention de se lancer dans un plan de relance à l'occidental. C'est d'ailleurs la une du Financial Times ce matin. Il titre « Le président chinois Xi Jinping résistera à la pression des marchés pour intensifier ses efforts de relance ». En tout cas, les paris sont ouverts. Le marché va aussi se focaliser sur la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux. Ça, c'est prévu jeudi. On attend un statu quo. Les financiers pronostiquent la première baisse de taux du cycle actuel en juillet pour la Banque centrale européenne. Ils auront en tout cas l'occasion d'affiner leurs pronostics avec le discours que prononcera Christine Lagarde jeudi. Même chose aux États-Unis d'ailleurs avec Jérôme Powell, même s'il faudra attendre les 19 et 20 mars pour la prochaine réunion de la Fed. Powell doit présenter cette semaine la situation économique et monétaire aux parlementaires américains dans le cadre de ses interventions périodiques. Il y a 2 sessions de prévues, une mercredi et une jeudi. Ces auditions sont évidemment l'occasion pour le patron de la Fed de faire passer des messages. Les économistes, eux, pensent qu'il conservera la ligne directrice selon laquelle il n'y a pas d'urgence à faire évoluer les taux. On notera toutefois que la série d'indicateurs économiques médiocres publiée vendredi aux États-Unis a légèrement renforcé le clan des partisans d'un assouplissement monétaire plus précoce que ce que la Fed prédit. La preuve, le dollar s'est affaibli et les rendements obligataires américains sont redescendus. Je le rappelle une fois de plus, le marché espère que la Fed réduira ses taux dès la réunion du mois de juin. Les gens plus raisonnables pensent qu'il faudra attendre le mois de juillet. Je complète ce bilan de début de semaine avec quelques informations importantes qui sont tombées au cours du week-end. L'OPEP a prolongé ses quotas de production réduits jusqu'à la fin du second trimestre 2024, conformément à ce que le marché anticipait. Cela n'a pas empêché les cours du brut de rebondir un petit peu, avec un WTI à nouveau aux portes des 80 $ le baril. Donald Trump a poursuivi sa moisson de victoire lors des dernières investitures républicaines. Il est plus que jamais en position de force pour le Super Tuesday qui regroupera demain les scrutins primaires de 15 États. Il serait fort étonnant que la candidature de Nikki Haley survive à une nouvelle vague trumpiste. Dans un tout autre registre, le navire battant pavillon britannique Rubimar, attaqué en mer Rouge par les rebelles Houthis le mois dernier, a coulé avec quelques 21 000 tonnes d'engrais à son bord. Ça entraînera une pollution en mer Rouge et cela illustre les risques persistants pour le transport maritime dans la région. Le cabinet de guerre israélien étale ses tensions au grand jour avec un imbroglio entre Benjamin Netanyahou et son ministre Benny Gantz. Gantz qui se rend à Washington pour y discuter avec de hauts responsables américains sans l'aval du Premier ministre. Sur l'agenda des sociétés cette semaine, on a encore quelques signatures importantes comme CrowdStrike, Costco, Oracle, Henkel, Bayer ou encore Thales, alors que les 9/10 des entreprises mondiales ont déjà publié leurs résultats.
Enfin, sur l'agenda économique, je me répète un petit peu, c'est le retour en force des banques centrales. La BCE devrait donc laisser ses taux inchangés à l'issue de la réunion du 7 mars. En parallèle, Jérôme Powell a rendez-vous les 6 et 7 mars devant les comités parlementaires du Congrès aux États-Unis pour faire le point sur la politique monétaire et les perspectives économiques. Les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis, toujours très suivies, compléteront le tableau vendredi. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la séance démarre un peu dans tous les sens. Le Nikkei 225 japonais a dépassé le cap symbolique des 40 000 points à la faveur d'un gain de 0,5% en clôture ce matin. La bourse de Tokyo version 2023-2024, c'est un petit peu comme Nvidia pour les investisseurs. Si t'en as pas, t'as raté ta vie boursière. Du côté de la Chine, c'est un peu comme la Chine ces dernières années. Si t'en as pas, t'as plutôt bien fait. Sur le continent, le CSI 300 végète autour de l'équilibre et pas mieux à Hong Kong où le Hang Seng perd 0,4% à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire autour de 8 heures. En Corée du Sud et à Taïwan, la folie des semi-conducteurs fait grimper les indices de plus de 1% ce matin. L'Australie et l'Inde démarrent pour leur part leur semaine sans relief, en baisse à Sydney et en légère hausse à Bombay. Les indicateurs avancés européens, eux, ils évoluent autour de l'équilibre. On poursuit avec l'actu des sociétés. En France, Saint-Gobain cède son activité de bois traité en Irlande et au Royaume-Uni. Total Energy devrait reprendre la construction de son usine de GNL au Mozambique d'ici mi-2024 et Carrefour a lancé son programme de rachat d'actions. Aux États-Unis, la FDA autorise la mention selon laquelle le yaourt peut réduire les risques de diabète, ce que Danone demandait depuis 2018. S&P attribue la note de crédit BB+, c'est le cran le plus haut de la catégorie spéculative à la compagnie plastique Omnium et 8 personnes ont été arrêtées lors de l'intrusion de militants pour le climat dans une usine Arkema à Pierre-Bénite près de Lyon. Enfin, groupe LDLC, on reste dans la région lyonnaise, subit une cyberattaque qui a entraîné une fuite de données clients de ses boutiques physiques. Ailleurs dans le monde, on a les résultats de Comet, d'Evonik ou encore de Geox. Supermicro Computer et Deckers vont faire leur entrée dans le S&P 500, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est aux dépens de Whirlpool et de Zion Boncorp. Boeing confirme négocier le rachat de son fournisseur Spirit Aerosystems. Les actionnaires de Software One en Suisse abandonnent l'accord de vente à Bain Capital et Bridgepoint est en pourparlers pour vendre MotoGP pour environ 4 milliards d'euros, a rapporté Sky News. Du côté de Bayer, on fait du lobbying directement auprès des États américains pour qu'ils légifèrent à son profit dans le dossier Roundup, ça c'est selon le Financial Times. Selon le Wall Street Journal, Arkhouse Management et Brigade Capital proposent maintenant d'acquérir les actions Macy's qu'ils ne détiennent pas encore à $24 pièce. Et selon Bloomberg, Mondi a revu à la hausse sa proposition de rachat de son homologue DS Smith. On a aussi la dette de New York Community Bank Corp qui a été dégradée à son tour en catégorie spéculative par l'agence Fitch. Volkswagen qui n'envisage pas d'introduire en bourse son unité de batterie tant que ses usines ne seront pas opérationnelles, soit au moins jusqu'en 2026. Ce sont des informations données par le CEO de cette filiale du groupe allemand. Banco Santander va supprimer 320 emplois aux États-Unis dans le cadre d'une réorientation vers le numérique. Ça c'est encore selon Bloomberg. Et Sandoz a finalisé la reprise d'un générique du Lucentis à Coerus. Enfin, le distributeur américain Johan va déposer le bilan. Geting annonce la suspension temporaire du certificat CE de sa pompe à ballonnet cardiaque. Et côté IPO, celle de Reddit se ferait entre 31 et $34 l'action, ça c'est selon le Wall Street Journal. Tandis que la chaîne de parfumerie allemande Douglas, qui est notamment propriétaire de Nocibé, prévoit une IPO sur le marché réglementé de la bourse de Francfort. Sur l'agenda des résultats du jour, on a Henkel, Trip.com, Xpeng, Evonik ou encore Belimo. Voilà, vous savez tout pour bien commencer la semaine sur les marchés financiers. Je vous souhaite une très bonne journée.